La voix du général résonne encore dans ma tête. Celui qui a écrit ça, qu'il vienne me voir après. Ma gorge s'est asséchée. Chaque marine dans la formation se tenait immobile comme de la pierre, la pluie ruisselant sur les casques et s'accumulant dans la boue de Caroline. Et moi, j'étais là, le cœur battant, le pouls dans les oreilles. Celle qui l'avait écrit. La lettre anonyme. Celle qui allait tout changer. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le courage ne rugit pas toujours. 2 mois plus tôt, à Caen-le-Jeune, tout semblait comme d'habitude en début d'hiver, ciel gris, odeur de diesel et le bourdonnement constant de la routine. J'étais la sergente-chef Claire Monroe, division logistique du corps des marines des États-Unis. 12 ans de service, aucun blâme, aucune médaille digne d'un cadre, juste un travail régulier, de bons rapports et la conviction que l'ordre signifiait la sécurité. Puis je l'ai vu, le soldat Evan Ross, à peine 19 ans, le genre de gamin qui disait encore « Oui, madame », avec sincérité. Sa couchette était près de la mienne, et chaque nuit, j'entendais la même chose, des rires, des cris étouffés, des coups contre les casiers métalliques. Puis le silence. Au début, je me suis dit que ce n'était pas mes affaires. Les recrues apprennent la discipline. L'amour dur forge les marines. Mais les bleus à ses poignets, le tremblement dans sa voix quand il disait « Je suis tombé pendant l'entraînement », ce n'était pas de la formation. C'était de la cruauté déguisée en tradition. Un soir, vers 23 heures, je suis passé devant les douches et je les ai vus, 2 caporaux le coinçaient, le douchant à l'eau froide en se moquant de son accent. « Chante pour nous, petit choriste », a ricané l'un. Je me suis figé. J'avais un grade supérieur, mais intervenir aurait déclenché une émeute. Alors j'ai continué mon chemin jusqu'à mes quartiers. Mais je n'ai pas dormi. Pas après ça. Le lendemain, j'ai fixé le code de conduite du corps des marines affiché au-dessus de mon bureau, je n'oublierai jamais que je suis un marine, responsable de mes actes et dévoué aux principes qui ont rendu mon pays libre. Cette phrase qui me paraissait autrefois du bruit de fond sonnait maintenant comme un jugement. À minuit, j'ai pris ma décision. J'ai attrapé une feuille blanche et noté chaque détail, chaque nom, chaque date. Je n'ai rien retenu. À qui de droit, il y a une recrue dans les baraquements Bravo qui est ciblée chaque nuit. Ces abus violant tous les principes que nous jurons de défendre. Si personne ne parle, quelqu'un finira blessé. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas signé, j'ai simplement plié la feuille et l'ai glissée sous la porte du bureau de l'officier de garde. Puis je suis parti. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai ressenti une peur que je n'avais pas connue depuis des années, non pas la peur de l'ennemi, mais celle de ma propre conscience. Les jours suivants furent étrangement silencieux. L'air avait changé. Les rires s'étaient tus, remplacés par des murmures. Quelqu'un avait parlé. Quelqu'un avait écrit une lettre. À la cantine du matin, les têtes se tournaient quand je passais. Personne ne disait rien, mais je sentais le poids de la suspicion. 2 caporaux furent interrogés, puis revinrent les yeux rouges et muets. Plus tard, l'instructeur principal annonça qu'une enquête sur des actes de bizutage était ouverte. Son ton trahissait son dégoût non pas envers les coupables, mais envers celui ou celle qui avait rompu le silence. Ce soir-là, Evan m'a approché discrètement près du distributeur. « Madame. Celui qui a essayé d'aider, dites-lui merci. » J'ai voulu lui dire que c'était moi. À la place, j'ai répondu « Tenez bon, soldat. Les choses vont s'arranger. » Il a souri faiblement. « Oui, madame. » Mais elles ne se sont pas arrangées. Une semaine plus tard, pendant la maintenance des armes, j'ai entendu 2 sous-officiers murmurer « Ils finiront par savoir qui a écrit », disait l'un. « Peu importe », grogna l'autre. Sa carrière est finie. J'ai continué à nettoyer mon fusil, le cœur cognant derrière chaque mot. À la fin du mois, tout a explosé. On nous a ordonné de nous rassembler sur le terrain, en tenue complète, sans explication. La pluie tombait de travers. Puis une berline noire s'est arrêtée, arborant l'insigne argenté d'un général de division. Il en est sorti, droit, impassible, les yeux d'acier. Pas de parapluie, juste l'autorité incarnée. Il a pris place au pupitre, déplia une feuille et lut. Ma lettre. Chaque ligne, chaque mot. Il ne cita aucun nom, mais chaque phrase tombait comme un coup de marteau. Le silence qui suivit était assourdissant. Même la pluie semblait suspendue. Puis il leva les yeux, celui qui a écrit ça, qu'il vienne me voir après. Mon cœur s'emballa.
Quand il quitta le terrain, je restai figé, les bottes enfoncées dans la boue. Tout en moi criait tais-toi, mais une autre voix murmurait relève-toi. Je me suis dirigé vers le quartier général. Le couloir était vide, éclairé par une ampoule vacillante. Mon reflet dans la vitre semblait plus vieux, plus dur. J'ai frappé. Entrez, dit la voix du général. Sur son bureau, un cadre photo. Evan. Mon souffle se coupa. Le général leva les yeux. Fermez la porte, sergent-chef. Le claquement résonna comme une sentence. Asseyez-vous. Mes bottes pesaient 1 tonne. Je me suis assise, raide. Il m'a observé longuement. C'est vous qui avez écrit la lettre. Ce n'était pas une question. Oui, mon général. Pourquoi? J'ai répondu, parce que quelqu'un devait le faire. Ce n'était pas de la discipline, c'était de la cruauté. Il hocha lentement la tête. Vous savez que les rapports anonymes en dehors de la voie hiérarchique violant l'ordre 14C? Oui, mon général. Alors pourquoi ne pas passer par votre commandement? Parce que, mon général, la chaîne était le problème. Il y eut un silence. Puis, à ma stupeur, il soupira. Mon fils ne m'a pas dit votre nom. J'ai levé la tête. Votre fils? Le soldat Ross. Il était placé dans votre unité dans le cadre d'une évaluation interne. Les officiers n'étaient pas informés. Les résultats sont édifiants. J'étais sans voix. Je ne savais pas, mon général. Évidemment. C'était le but. Il relut une phrase de ma lettre, si personne ne parle, quelqu'un sera blessé. Puis il ajouta calmement, vous aviez raison. Suis-je en difficulté, mon général? Cela dépend du genre de difficulté en laquelle vous croyez. Le lendemain, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, le général m'avait convoqué. Personne ne savait pourquoi. Les conversations s'interrompaient quand j'entrais. Les regards me suivaient. À la cantine, un caporal marmonna, apparemment, les balances sont promues maintenant. J'ai posé mon plateau à côté du sien, apparemment, certains ont oublié ce que signifie l'honneur. Le silence fut glacial. L'enquête avait tout changé. Plus personne ne riait. On se surveillait. Evan restait en retrait. Quand nos regards se croisaient, il hochait la tête en silence. Je redoutais chaque jour de voir mon nom sur le tableau d'affichage. Rien. Pas d'ordre, pas de mutation. Juste l'attente. 1 semaine plus tard, le maître-sergent Vance m'a intercepté, le général a les yeux sur vous, Monroe. Ce n'est pas une bénédiction. Avec tout le respect, mon sergent, j'ai seulement fait ce qui était juste. Non, vous avez agi par émotion. Et l'émotion tue des marines. Puis il est parti, me laissant seul dans l'odeur d'huile et de colère. Cette nuit-là, le tonnerre grondait de nouveau sur Camp le Jeune. Impossible de dormir. Tout tournait dans ma tête, la lettre, l'enquête, les regards. Je suis sorti. La pluie tombait fine et froide. Le camp dormait, sauf un garçon assis sur les marches du baraquement, Evan, manteau serré, regard perdu. Tu devrais dormir, soldat, ai-je dit doucement. Il a esquissé un sourire. Je ne peux pas. Chaque fois que je ferme les yeux, je les entends encore. Je me suis assise à côté de lui. Ils ne te toucheront plus, le général veille. Ça n'enlève rien, a-t-il murmuré. Le silence était pire que les cris. J'ai hoché la tête. Je connaissais ce genre de silence, celui qui te fait douter que faire ce qui est juste vaille vraiment le bruit que cela engendre. Avant que je puisse répondre, il m'a regardé, les yeux brillants sous la lumière tamisée. Vous croyez que je trouverai jamais ma place ici, madame? J'ai pensé à mes 12 années sous l'uniforme, au bleu que j'avais caché, à la fierté que j'avais avalée, aux ordres que j'avais suivis sans poser de questions. Tu n'as pas besoin de rentrer dans le moule, ai-je dit doucement. Il suffit de tenir debout. Il a souri le premier vrai sourire que je voyais sur son visage. Oui, madame. Le lendemain matin, on m'a de nouveau convoqué au quartier général. Mon estomac s'est noué. Pas encore. Mais au lieu du bureau du général, on m'a envoyé dans la salle d'assemblée. À mon arrivée, tous les officiers de la compagnie Bravo étaient déjà assis. Le général se tenait à la tribune, la même lettre à la main.
Il parla d'une voix posée, le courage, dit-il, n'est pas une médaille. C'est un miroir. Et quand une organisation cesse de reconnaître son reflet, elle a déjà perdu son honneur. Son regard a balayé la salle. Un marine de cette compagnie nous l'a rappelé. Elle a agi non pour la gloire, mais pour sa conscience. L'air s'est figé. Je savais que tout le monde savait qu'il parlait de moi. Il n'a pas prononcé mon nom, mais c'était inutile. Certains regards étaient pleins de respect, d'autres de rancune. Lorsqu'il eut fini, il laissa la lettre pliée sur le pupitre et quitta la salle. Je la regardais, mon écriture, mon secret désormais parti de l'histoire des marines. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, je compris que j'avais déclenché une tempête qu'on ne pouvait plus arrêter. Et les tempêtes, une fois lancées, ne demandent pas qui sera lavé ou balayé. Le lendemain, l'atmosphère avait changé. Trop calme, trop prudente. Les marines parlaient par phrases courtes, détournaient les yeux dès que j'entrais. Ce n'était plus de l'hostilité ouverte, mais quelque chose de plus glacial, l'isolement. Voilà comment le corps punit sans dossier. Même l'air semblait attendre de voir ce qu'on ferait de moi. À 6 heures, un aide m'apporta une enveloppe scellée, par ordre du colonel Dunard, présentez-vous au briefing à 9 heures. Je savais ce que cela signifiait. À 8h30, j'étais devant la salle de conférence, uniforme impeccable, rubans alignés, paumes moites. À travers la vitre, je les vis, le colonel Dunard, le sergent-major Vance, 2 officiers du service juridique, et le général lui-même, celui-là même qui avait lu ma lettre à voix haute. Quand j'entrai, Dunard prit la parole d'un ton neutre, mais son regard ne l'était pas, « Sergent-chef Monroe, asseyez-vous. » Le général ne leva pas les yeux. Il examinait un dossier, sans doute le mien. Vance croisa les bras. « Nous sommes ici pour discuter de votre rôle dans l'enquête sur le bizutage. » « Oui, monsieur. » Dunard reprit, « Vos actions ont contourné la procédure, créé une perturbation interne et compromis la discipline de la chaîne de commandement. Avec tout le respect, monsieur, dis-je calmement, j'ai suivi la seule chaîne qui fonctionnait encore, ma conscience. » La mâchoire de Vance se crispa. « Ce n'est pas un débat, sergent. » Mais avant qu'il ne continue, le général prit la parole sans lever les yeux, « Colonel, puis-je » Dunard hésita, puis acquiesça. Le général posa ses papiers et me regarda enfin. Son regard était ferme, ni dur ni bienveillant, simplement profondément humain. « Sergent, vous avez enfreint une règle. Mais vous avez aussi révélé une maladie. Et cela, on ne l'ignore pas. » Dunard se racla la gorge. « Avec tout le respect, monsieur, nous ne pouvons pas récompenser l'insubordination. » Le général s'adossa. « Et pourtant, quand l'insubordination révèle une défaillance du commandement, peut-être devrions-nous reconsidérer qui a vraiment trahi son serment. » Le silence qui suivit aurait pu trancher l'acier. Vance tressaillit, Dunard remua sur sa chaise, et moi, je tentais de calmer le tremblement de mes mains. Enfin, le général parla de nouveau, « Vous ne serez pas sanctionné, mais vous êtes réaffecté à la logistique interne jusqu'à nouvel ordre. Service de bureau, la version polie de l'exil. » « Oui, monsieur, » répondis-je doucement. Il hocha légèrement la tête. « Rompez. » Dans le couloir, Miller m'attendait, adossé au mur, un café à la main et un rictus assez tranchant pour couper. « Eh bien, voilà notre héroïne. » Je l'ignorais, mais il me suivit. « On dit que t'as eu un poste de bureau. » Logique. Faut pas que la balance approche les vraies marines, hein? Je m'arrêtai, me retournai lentement. Tu sais la différence entre nous, Miller? Il haussa un sourcil. Éclaire-moi. Quand la tempête frappera, tu chercheras des ordres. Moi, je serai déjà en mouvement. Il ricana, marmonnant dans sa barbe tandis que je m'éloignais. Mon nouveau bureau se trouvait derrière le hangar, 4 murs gris, lumière vacillante et piles de formulaires jaunis. Le maître principal, Lame, une femme calme aux cheveux d'acier, me tendit un clipboard. Rapport d'inventaire. Commencez par les rangées 1 à 12. Et Monroe? Oui, madame. Sa voix se fit plus douce, vous avez fait ce qu'il fallait. Ne laissez pas le bruit vous en faire douter. J'acquiesçai, reconnaissante pour ses premiers mots bienveillants depuis des semaines. Les jours devinrent des semaines. La routine remplaça le sens. Mes mains, autrefois calleuses, sentaient désormais l'encre d'imprimante. Le soir, je courais autour de la base, juste pour sentir à nouveau le mouvement. Le vent de l'Atlantique me traversait les poumons,
tranchant et honnête. Parfois, je croisais Evan près du mess. Il me saluait en silence, le regard chargé de culpabilité. Un soir, il m'arrêta, « Madame, ma mutation est acceptée école d'officier. » Je souris, las mais fier. « Félicitations, soldat. » Il hésita. « Je n'ai jamais voulu que tout ça vous arrive. »« Ce n'est pas toi qui l'as causé, » répondis-je. « Tu n'as fait que révéler ce qui existait déjà. » Il baissa la tête. « Ça semble toujours injuste. »« Peut-être, » dis-je doucement. « Mais parfois, l'injustice est le début du juste. » Il hocha lentement la tête. « Merci, madame. » Alors qu'il s'éloignait, je remarquai un petit tatouage sous sa manche, une encre entourée de fils barbelés, le genre que portent ceux qui ont survécu à quelque chose dont ils ne parlent pas. Une semaine plus tard, je reçus une autre enveloppe, présence obligatoire à l'allocution générale du général Ross. Dans la salle d'assemblée, toute la compagnie Bravo était en formation. Le général monta sur scène, sa voix aussi ferme que le granit. « L'intégrité, dit-il, n'est pas une décoration. C'est un devoir. Et c'est celui que cette unité a oublié. » Il parla de commandement, de courage moral, d'un marine qui avait risqué sa réputation pour un autre. Il ne prononça pas mon nom. Inutile. Tous les regards se tournèrent vers moi. Le sourire de Miller s'effaça. Vance remua, mal à l'aise. Même Dunard semblait rapetisser. Le général conclut, « On ne peut pas enseigner la conscience, mais on peut se souvenir de ce à quoi elle ressemble. » Aucun applaudissement, les marines ne tapent pas des mains en formation. Mais ce silence-là était différent. Plein de respect. Quand il descendit, nos regards se croisèrent brièvement. Il hocha la tête, ce signe qu'on ne demande pas, qu'on mérite. Plus tard, à mon bureau, un post-it jaune m'attendait. Parfois, les batailles les plus dures sont celles qu'on mène sans ordre. Pas de signature, mais je reconnus son écriture. Je restai là longtemps, fixant ce mot alors que les néons s'éteignaient au-dessus de moi. Peut-être que c'était ma punition. Peut-être ma récompense. Mais une chose était sûre, la tempête n'était pas finie. Elle avait seulement changé de direction. Vous comprenez, sergent-chef? Vous avez fait quelque chose que peu de marines osent faire, désobéir aux ordres. Prouver qu'ils ont encore un sens. Ce soir-là, je restais assise dans mes quartiers, fixant la même page de mon journal depuis 1 heure, rejouant ces mots dans ma tête. Quelque part dans les baraquements, une vieille chanson country parlait de maison, de pluie et de pardon. J'aurais presque pu entendre la voix de mon père, « Le corps t'apprend à suivre les règles, Claire. La vie t'apprend quand les plier. » Un coup frappé à ma porte brisa le fil de mes pensées. « Entrez, » dis-je. Le soldat Evan Ross se tenait là, uniforme impeccable, sac sur l'épaule, ses ordres de transfert sous le bras. « Permission de parler librement, madame. » Toujours. Il entra, le couvre-chef à la main. « Mon père m'a dit ce qui s'est passé, à propos de votre lettre. » De tout. Je restai immobile, sans savoir quoi répondre. « Je vous dois des excuses, dit-il. Vous ne m'avez pas seulement sauvé. Vous avez empêché beaucoup d'entre nous de croire que le silence, c'est de la force. » Je secouai la tête. « Vous ne me devez rien, soldat. Vous avez eu du courage pour survivre à tout ça. » Il eut un faible sourire. « Du courage ? J'avais peur chaque nuit. »« C'est justement ça, le courage, » dis-je doucement. Il baissa les yeux, tripotant son chapeau. « Il m'envoie à l'école des officiers. C'est moi qui l'ai demandé. Bonne décision. Je veux réparer ce que j'ai vu ici. Repartir du bas, mais du bon côté. » Un silence pesa entre nous, seulement troublé par le bourdonnement des néons. Puis il ajouta, « Si un jour vous doutez que cette lettre ait servi à quelque chose, madame, sachez qu'elle l'a fait. » Quand il quitta la pièce, je remarquai un éclat sur mon bureau, une pièce de défi, celle de son père, gravée de 4 étoiles d'argent. Pas de mots, pas de signature, juste le poids d'une reconnaissance silencieuse. Le lendemain matin, le capitaine Brigg convoqua une réunion d'officiers. L'air dans la salle de commandement était chargé de tension. Il parla d'une voix ferme, à effet immédiat, « L'enquête sur les bizutages est close. Les mesures correctives seront traitées en interne. » Miller se pencha vers moi et marmonna, « On dirait que les pontes préfèrent garder leur linge sale plié. » J'ignorais la remarque, mais l'amertume brûlait. Le corps détestait la honte publique.
Il aimait le contrôle. À la fin de la séance, le général Ross apparut à la porte. Son regard balaya la salle avant de s'arrêter sur moi. « Avant que vous ne partiez, dit-il, je veux préciser une chose. » Tout le monde se figea. On a beaucoup parlé de protocole, de procédure, mais pas assez d'intégrité. L'un des vôtres nous a rappelé qu'une discipline sans conscience n'est que la peur en uniforme. Ce n'est pas ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous serons. Nos yeux se croisèrent encore. Personne n'osa parler. Même Briggs resta muet. Le général hocha la tête, reprenez. Et il sortit, laissant un silence plus lourd que n'importe quel discours. Ce soir-là, je retournai sur la plateforme d'observation. Les lumières de la piste s'étiraient comme une rivière d'or dans la nuit. Je sortis la pièce de ma poche et caressai la devise gravée, l'honneur par la conscience. Pour la première fois depuis des mois, je souris. Pas de triomphe, pas de soulagement, juste une paix discrète. Une semaine plus tard, je reçus un nouvel ordre d'affectation temporaire au centre des opérations de la base. Au dos, une phrase manuscrite, parfois, la chaîne de commandement commence par un seul maillon, Ross. Je l'épinglai dans mon casier, juste à côté du code de conduite. Peut-être que, pour une fois, le corps écoutait. Mais les sourires disparurent vite. À la fin de la semaine, ma réaffectation s'était répandue comme une traînée de poudre, accompagnée des murmures, elle a eu de la chance. C'est le nouveau projet du général. Je me demande ce qu'elle a échangé contre cette pièce. Les rumeurs voyagent plus vite que la vérité, surtout sur une base militaire. J'essayais d'ignorer, mais l'isolement frappe plus fort quand il se cache derrière la politesse. Mon nouveau poste, enfoui au fond du service logistique, sans fenêtre, n'était qu'un désert fluorescent rempli de formulaires de réquisition qui se multipliaient comme des ombres. L'adjudant là me faisait de son mieux pour rendre l'endroit vivable, une cafetière, une radio sur des classiques country, la photo jaunie de son chien scotché sur le classeur. « Bonjour, Claire. Ça va ? » ?»« Assez bien. »« Ne laisse pas le bruit t'atteindre, dit-elle. Le corps dévore ses seins avant de les remercier. » Ces mots me transpercèrent plus que prévu. Quelques jours plus tard, je croisai le maître sergent Vance dans le couloir. Son ton était courtois, son sourire faux. « Vous vous habituez à votre nouveau poste ? » « Oui, monsieur. »« Bien. Essayez de rester discrète. Vous avez déjà assez fait de vagues. »« Avec tout le respect, monsieur, les vagues ne se soulèvent pas toutes seules. » Sa mâchoire se crispa, mais il ne répondit rien. C'était le début d'une guerre silencieuse, pas de balles, pas de cris, juste des punitions invisibles, des mémos ignorés, des demandes retardées, des pics déguisés. Ils appelaient ça la discipline. Moi, j'y voyais la vengeance en uniforme. Pendant ce temps, le soldat Ross était parti. Ses ordres avaient été validés, son nom effacé du registre. Mais son absence planait comme un fantôme dont personne ne parlait. Parfois, j'entendais des chuchotements près du distributeur d'eau, le fils du général a eu un traitement spécial, évidemment. Apparemment, c'est comme ça qu'on grimpe maintenant, on pleure et on se fait sauver. Je continuais à marcher, tête haute, regard droit. Les marines apprennent tôt que le silence est une armure. Mais la nuit, les doutes revenaient, peut-être avais-je brisé quelque chose de plus grand qu'une règle. Peut-être que le système ne tient que parce que des gens comme moi se taisent. Et pourtant, je recommencerai. Un vendredi soir, après avoir classé les derniers rapports, je restais sur le quai derrière l'entrepôt. Le vent portait l'odeur du sel et du carburant. Le chef mécanicien moral, un ancien de mes convois, m'y rejoignit, cigarette à la main. « Bonsoir, sergent-chef. »« Bonsoir, chef. » Il regarda vers l'océan. « J'ai entendu dire que vous aviez secoué l'arbre, là-haut. Ce n'était pas intentionnel. » Il rit doucement. Personne ne le fait jamais, mais parfois, les branches ont besoin d'être secouées. Le silence s'installa, juste le clapotis des vagues. Puis il dit, en 92, j'ai dénoncé un capitaine qui détournait les primes de risque. J'ai perdu une promotion pour ça. Il m'a fallu des années pour comprendre que la punition était la preuve que j'avais raison. Je le regardais, la lumière du crépuscule dessinant les cicatrices sur ses mains. Ça en valait la peine ? Demandez-le-moi quand je verrai Saint-Pierre. Le lundi suivant, les punitions invisibles devinrent visibles, mes accès furent révoqués, mes rapports renvoyés pour des corrections imaginaires, une demande d'approvisionnement disparue.
L'adjudant Lam fronça les sourcils, ce n'est pas un oubli, c'est du sabotage. Je referai les formulaires. Écoute-moi, Claire. Le corps ne déteste pas les erreurs. Il déteste les miroirs. Tu leur en as tendu un. Et maintenant, il se voit. Ces mots frappèrent plus fort qu'un blâme. Une semaine plus tard, on me convoqua pour une inspection logistique. Je pensais à une routine, jusqu'à ce que je voie le colonel Dunard lui-même à la table. « Sergent-chef Monroe, dit-il d'un ton lisse, vous êtes bien discrète, ces temps-ci. J'essaie de faire mon travail, monsieur. Bien. Continuez. Il glissa un dossier devant moi, un rapport sur ma conduite et mon attitude. Mesures disciplinaires, monsieur? Pas encore. Considérez cela comme un rappel. Il n'avait pas besoin de préciser de quoi. Je signai. Les marines ne flanchent pas sur le papier. Ce soir-là, seul dans le bureau sombre, le ronronnement du climatiseur emplissant le silence, mes mains tremblaient à peine tandis que je relisais le rapport, manquement au décorum. Risque de perturber le moral. Le moral. Il préférait enterrer la maladie que remercier le remède. Je ris doucement, amer, et murmurai, on ne peut pas traduire une conscience en cour martiale. 2 jours plus tard, une enveloppe cachetée apparut sur mon bureau. L'écriture était soignée, sans adresse. À l'intérieur, une seule phrase, garde ton cap, la tempête n'est pas finie, elle change juste de main. Pas de signature, je reconnus la main de l'amiral Ross. Je repliai la note et la glissai dans ma poche. Dehors, la pluie recommençait, fine, insistante, sans fin. Le corps pouvait me retirer mes fonctions, enterrer mon dossier, effacer mes distinctions mais pas ce qui comptait encore, j'avais fait ce qui était juste, même si cela m'avait tout coûté. Et peut-être que c'était ça, la véritable revanche. Quand le message arriva sur le canal interne, inspection de base prévue, amiral Ross présent, toute l'installation retint son souffle. Les inspections n'étaient pas rares. Celle-là, si. Les amiraux ne se déplaçaient jamais jusqu'au poste logistique à moins que quelque chose ne brûle déjà, ou ne soit sur le point de le faire. À 9 heures, la cour brillait de propreté. Les camions s'alignaient avec la précision d'un défilé, les bottes reluisaient, le laiton poli jusqu'au miroir. Même les mouettes au-dessus de l'eau semblaient le sentir. Le capitaine Brigg arpentait le béton comme un homme en quête d'une médaille, sa voix claquant sur le terrain, regardez droit devant, marine. Nous ne montrons pas seulement notre paperasse, nous montrons notre discipline. J'étouffai un rire. Le même homme qui m'avait ignoré pendant des semaines aboyait à présent comme un patriote dans une affiche de recrutement. Le chef moral passa les manches retroussées, marmonnant, tu peux polir une clé à molette toute la journée, ça ne fera pas tourner le moteur. L'amiral arriva à 9 heures précises, sans fanfare ni escorte, seulement cette autorité tranquille et 4 étoiles d'argent. Il serra la main de Brigg, une poignée plus proche d'un test de caractère que d'un salut. Capitaine, nous sommes honorés d'eux. Je n'en doute pas, répondit l'amiral en balayant la cour du regard. Commençons. Il ne demanda ni chiffres ni graphiques, mais des noms, des rôles, des rapports de morale. Ce dernier mot tomba comme un marteau. Brigg se raidit. Le moral est satisfaisant, amiral. Satisfaisant, répéta l'amiral. Un mot intéressant, puisque les rapports que j'ai lus suggèrent tout le contraire. Mon cœur battait fort tandis qu'il reprenait, la force d'une unité ne réside pas dans l'obéissance, mais dans la confiance. Et la confiance ne survit pas quand le silence est mieux récompensé que la vérité. Brigg avala difficilement, comprenant trop tard où cela menait. À midi, nous étions réunis dans la salle de briefing principale. L'air sentait la sueur et la peur. L'amiral ouvrit un dossier, le mien. Sergent-chef Monroe, dit-il. Vous avez désobéi à un ordre direct pendant le service actif. Vous avez court-circuité la chaîne de commandement. Est-ce exact? Oui, mon amiral. Pourquoi? Parce que quelqu'un était en danger, et que la chaîne de commandement était le problème. Les lèvres de l'amiral frémirent à peine. Capitaine Brigg, confirmez-vous qu'il s'agit d'une violation du règlement? Oui, mon amiral. Elle a compromis la discipline et la logistique. Du matériel classifié perdu? Non, mon amiral. Des blessés? Non, mon amiral. Mission accomplie dans les temps? Oui, mon amiral. L'amiral referma doucement le dossier.
Alors la seule chose compromise ici, capitaine, c'est votre orgueil. Un murmure parcourut la salle. Brig tenta, avec tout le respect. Non, coupa l'amiral. Avec tout le respect, capitaine, vous confondez obéissance et commandement. Il se leva lentement. J'ai vu des commandements entiers s'effondrer parce que leurs officiers avaient oublié que les règles existent pour protéger les gens, pas eux-mêmes. Puis, vers moi, vous avez fait un choix difficile, sergent-chef, mais juste. Ma gorge se serra. J'ai seulement fait ce qu'un marine doit faire. Exactement, dit-il. Souvenez-vous-en. La salle resta muette longtemps après son départ. Quand le chef moral me rejoignit, il souffla, eh bien, je crois que quelqu'un vient de retrouver sa conscience. Je souris faiblement. Tu crois qu'elle tiendra? Peut-être, mais au moins il l'a dit à voix haute. Le soir, sur la jetée, l'air sentait le sel et le carburant. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis le poids se lever. Pas de triomphe, pas de soulagement, juste une clarté étrange. Le corps avait toujours prêché que l'honneur naît de la perfection, peut-être venait-il plutôt du courage de rester debout, même seul. Le lendemain, la rumeur courut, le capitaine Brig relevé de son commandement. Certains chuchotèrent de joie, d'autres restèrent silencieux. Moi, je marchais jusqu'au terrain de parade et saluais le drapeau. Pour une fois, je ne saluais pas une institution, mais ceux qui se souvenaient encore de ce qu'elle représentait. L'honneur ne rugit pas, ne réclame rien, il attend simplement que la vérité le rattrape. Peu après, l'amiral Ross me convoqua. Dans la salle baignée de soleil, il ferma un dossier et dit, vous êtes promu, sergent-chef Monroe, responsable du programme d'intégrité. Je restai figé. Mon amiral, je ne mérite pas, c'est justement pour cela que vous le méritez, trancha-t-il. Il me remit un dossier, projet samaritain. Inspiré de vous. De ce que vous avez fait quand personne d'autre n'a osé. Sa poignée de main était ferme et humaine. Souvenez-vous, Monroe, les règles nous guident, mais la conscience nous sauve. L'annonce fit le tour de la base. Brig muté. Monroe promu. De nouveaux protocoles adoptés. Même ceux qui m'avaient condamné vinrent me féliciter. Moral m'apporta un café. Tu vois? Les saints se font toujours manger les premiers, puis ils écrivent les règles. Je ris enfin. Le corps a fini par acquérir le goût de la conscience. Les semaines passèrent, le projet samaritain grandit. Les recrues signalaient les abus avant qu'ils n'explosent. Les officiers citaient mes directives. Un matin, une lettre arriva, « Madame, vous ne vous souvenez sans doute pas de moi, mais je pense à cette nuit chaque fois que je dois choisir. Vous ne m'avez pas seulement aidé, vous m'avez rappelé ce que signifie être un marine. » Signé, lieutenant Evan Ross. Je l'épinglai à côté du code de conduite. Quelques mois plus tard, l'amiral revint pour une cérémonie sobre, sans caméra. Il fixa une feuille de chêne argentée sur mon col. Citation pour jugement en situation de crise, pour avoir rappelé au corps que le commandement ne se mesure pas à l'obéissance, mais au courage moral. Quand il se pencha, il murmura, « Vous n'avez pas seulement changé une règle, vous avez changé des hommes. » Le soir, sur le quai balayé par le vent de l'Atlantique, je ressentis la paix. Je pensais aux jeunes recrues apprenant à marcher au pas, aux officiers apprenant à diriger, et à ce garçon qui m'avait demandé, est-ce que je finirais par trouver ma place? Je souris. Tu n'as pas besoin de rentrer dans le moule. Il suffit de rester debout. Quand le drapeau descendit et que les haut-parleurs jouèrent les couleurs du soir, je saluai, non pour le grade, mais pour tous ceux qui avaient choisi de faire ce qu'il fallait, même seul. Et je murmurai en partant, qui était-il vraiment? Un élève, un rappel, un miroir? Parfois, ceux qu'on sauve finissent par nous sauver à leur tour. Parce qu'au fond, faire le bien ne paraît presque jamais facile, surtout quand cela compte vraiment.